Relance du débat sur la peine de mort, la commission des lois de l'Assemblée se prononce pour son abolition. À Albi, dans le même temps, un récidiviste est condamné à mort pour le meurtre d'une jeune fille. Immigration, un projet de loi pour réduire le nombre des étrangers en France. Messieurs, bonsoir. La peine de mort a reculé d'un pas aujourd'hui. Par 13 voix contre 2 de députés UDF, la commission des lois de l'Assemblée nationale a dit oui au rapport de Philippe Séguin qui proposait l'abolition de la peine de mort. La commission ne souhaite pas qu'on s'en tienne là et veut que ce rapport vienne en discussion au cours d'un débat en séance publique qui pourrait avoir lieu le 25 juin. Or, quel que soit le résultat de ce débat et quelles que soient ses convictions personnelles, on pourra quand même se réjouir que pour la première fois depuis 71 ans, depuis 1908, le Parlement se penche sur l'un des dossiers les plus graves de la société moderne. Il y a plus d'un siècle, Victor Hugo qualifiait la peine de mort de régime spécial et éternel de la barbarie. Après lui, au début du XXe siècle, Aristide Briand, alors ministre de la Justice, reprenait ces accusations, ainsi que Jean Jaurès, député socialiste, fondateur de l'Humanité. D'autres hommes politiques mêleront leur voix pour l'abolition de la peine capitale lors du débat au Parlement en 1908. Mais les députés, par 330 voix contre 201, rejetteront ce projet. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Alain Peyrefitte affirmait dans un livre, Le mythe de Pénélope, son indignation devant la peine de mort. Mais depuis 70 ans, aucun projet de loi, issu donc du gouvernement, n'a été présenté. Seules des propositions de loi ont été déposées par des parlementaires, notamment sous la Ve République, par M. Eugène Claudius Petit, député centriste, qui recueille en 1962 les signatures favorables de 81 députés. En 1972, le programme commun de la gauche est signé. Il prévoit que la peine de mort sera abolie. Quelques mois plus tard, le 26 novembre 1972, le journal France Soir publie un sondage faisant état d'une large majorité de Français favorables au châtiment suprême. 2 jours après, on apprend que Claude Buffet et Roger Bontemps ont été exécutés. En 1974, peu après son élection, M. Giscard d'Estaing fait part de son aversion profonde pour la guillotine. En 1977, la commission chargée du rapport sur la violence vote à la majorité contre la peine de mort. Il y a juste un an, des membres de la majorité, dont Pierre Basse, député RPR de Paris, et Bernard Stasi, député UDF, vice-président de l'Assemblée nationale, proposent eux aussi l'abolition. Soutenus par des parlementaires de l'opposition, ils tentent à l'automne 1978 de faire supprimer les crédits alloués pour les exécutions capitales. En vain, le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, s'y oppose. Les condamnations à mort représentent depuis 10 ans à peine 0,3% du total des condamnations pour crimes. Au cours des 5 dernières années, la peine de mort a été prononcée 11 fois. 3 condamnés, Christian Ranucci, Jérôme Carin et Hamida Djandoubi, ont été exécutés. La dernière exécution capitale a eu lieu le 10 septembre 1977. Oui, tout à l'heure, en sortant de chez Raymond Barre, les présidents des 2 groupes parlementaires de la majorité, Claude Labbé et Roger Chineau, ont confirmé qu'il y aurait bien un débat d'orientation, mais qu'il ne serait pas sanctionné par un vote et qu'on n'y examinerait pas une quelconque proposition de loi. Et apprenant cela, Pierre Basse, qui est abolitionniste de toujours et député RPR, lui aussi a déclaré qu'il n'assisterait pas à ce débat puisqu'il n'était pas suivi d'un vote. Alors vous, Philippe Séguin, qui êtes le rapporteur, vous n'assisterez pas non plus au débat, vous êtes déçu ? Déçu peut-être, surpris certainement pas, ni par la décision que laisse prévoir le ministère de la Justice, ni par la décision que laissent prévoir les présidents des 2 groupes parlementaires de la majorité. Alors je sais qu'effectivement Pierre Basse, Bernard Stasi, un certain nombre de leurs collègues, les membres du groupe communiste, les membres du groupe socialiste envisagent de ne pas participer au débat d'orientation. Pour ma part, je dois dire, je n'ai pas encore fixé ma position. Je serais prêt à y participer si j'avais l'assurance que, compte tenu du vote de ce matin, le gouvernement accepte d'ouvrir une période de suspension provisoire de l'application de la peine de mort. Alors justement, expliquez-nous quelle est votre proposition de remplacement à cette peine de mort. Alors, je crois, et le jugement qui a eu lieu ce matin le démontre à l'évidence, que l'opinion publique n'est pas prête à accepter actuellement l'abolition de la peine de mort, alors même qu'à l'inverse, l'abolition de la peine de mort est une nécessité absolue. Je crois donc que dès lors qu'on prive la société du moyen d'éliminer radicalement et définitivement un de ses membres, il faut du moins lui laisser le moyen de décider elle-même
de sa réinsertion éventuelle au terme d'une longue période de prison. C'est-à-dire qu'au terme de 20 ans, par exemple... Ce serait au jury populaire, ce serait au jury de la cour d'assises de décider si ces 20 années doivent être prolongées ou si le condamné peut à terme bénéficier des procédures classiques de réduction de peine. Philippe Séguin, j'ai bien regardé, on dit que Valéry Giscard d'Estaing est contre à titre personnel, qu'Alain Peyrefitte était contre, au moins avant d'arriver place Vendôme, que Simone Veil, que Raymond Barre sont contre, que toute l'opposition est contre, Claude Sérillon l'a rappelé, qu'une majorité de la majorité à la commission des lois est contre et rien ne bouge. Eh bien, je crois que l'événement de ce matin est tout de même une sorte de démenti à ce constat un peu pessimiste. Vous avez rappelé tout à l'heure, c'était la première fois depuis plus de 70 ans qu'un vote intervenait au sein d'une commission de l'Assemblée nationale. Je crois que les choses vont bouger et j'ai le sentiment, peut-être à tort, que nous avons créé ce matin une situation qui est quelque chose d'irréversible. Monsieur le député, vous savez que vous n'avez pas l'opinion avec vous. Est-ce que vous avez vraiment le droit de décider pour elle? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux un référendum, par exemple? J'ai, je crois, le droit de décider et j'ai aussi le devoir de décider. Ça n'est pas simple. Et politiquement, je ne crois pas que ce soit, comme on dit, très payant. Restez avec nous quelques secondes, parce que vous allez voir comment est faite l'actualité aujourd'hui. Précisément, pour la première fois depuis 2 ans, il y a à nouveau un condamné français à mort dans les prisons françaises. Norbert Garceau, les jurés de la cour d'assises du Tarn ont en effet condamné cet homme de 53 ans à la peine capitale et sous les applaudissements du public. Cet homme était un récidiviste. Cet homme s'appelle Norbert Garceau. Pour la seconde fois de son existence, il vient de comparaître devant une cour d'assises pour meurtre. En effet, en 1953, il était condamné aux travaux forcés à vie pour l'assassinat d'une adolescente de 15 ans qui s'était refusée à lui. Libéré en 72 pour bonne conduite, Garceau vient s'installer dans le Tarn où il trouve un emploi, à l'usine du Sceau du Tarn. Bon ouvrier, homme discret et effacé, Garceau semblait avoir retrouvé une vie normale. Et puis, le 9 janvier 78, c'est à nouveau le drame. Garceau étrangle une collègue de travail, Michel Ossillous, âgée de 28 ans et qui elle aussi s'était refusée à lui. Durant 2 jours, les jurés d'Albi ont écouté, ont essayé de comprendre cet homme au regard fuyant, cet homme renfermé et apparemment docile. Ce matin, l'avocat général a requis la peine de mort en laissant entendre que de toute manière, les chances de réadaptation sociale étaient nulles et en soulignant le danger que représentait Garceau pour la société. Les débats devaient se terminer en fin de matinée par une brillante plaidoirie de la défense avec maître Mathieu, une défense qui n'a pas pu convaincre les jurés puisqu'ils ont condamné en début d'après-midi Garceau à la peine capitale. Une sentence qui fut, il faut le noter, applaudie par le public. Oui, il faut ajouter qu'hier, on a arrêté dans le Var un autre meurtrier qui lui aussi, 25 ans après son premier assassinat et une peine de 20 ans purgée en prison, avait tué une seconde fois. Il risque lui aussi la peine de mort. Alors, je disais tout à l'heure que la peine de mort avait fait un pas en arrière. Vous n'avez pas l'impression que là, il s'agit d'un pas en avant, que finalement, on reste à la même place? Non, je crois que l'événement de ce matin renforce notre analyse, il renforcera notre détermination et il renforce en tout état de cause ma conviction de l'opportunité, de la nécessité d'une peine de remplacement. Si la peine de remplacement que je propose avait existé, la récidive n'aurait pu avoir lieu. Enfin, un autre élément de réflexion pour ce débat qui engage les consciences des uns et des autres. Un enfant de 12 ans a été condamné aux États-Unis à 25 ans de prison. Il avait tué un vieillard. Et une autre accusée, qui elle n'a que 13 ans, avait été condamnée la semaine dernière, toujours par le tribunal de Miami, à 114 ans de prison. Vous avez bien entendu, 114 ans de prison pour une enfant de 13 ans. Elle aussi avait tué. Justice toujours avec le début du procès des autonomistes corses, membres supposés du Front de Libération Nationale de la Corse, je devrais dire les indépendantistes. Ils sont 21 à comparaître devant la Cour de sûreté de l'État, et ce pendant 2 ou 3 semaines. En attendant de vous présenter un compte-rendu d'audience dans les jours à venir, nous vous rappelons d'abord ce qu'est la Cour de sûreté de l'État. Juridiction pénale d'exception, la Cour de sûreté de l'État, instituée par une loi du 15 janvier 1963, a succédé aux 2 juridictions créées par le général de Gaulle, le Haut Tribunal militaire et la Cour militaire de justice. La Cour de sûreté de l'État, qui siège toujours à Paris, juge en temps de paix tous les crimes et délits portant atteinte à l'intégrité du territoire, à la défense nationale ou aux institutions. Elle juge également certains crimes et délits de droit commun consistant ou tendant à substituer une autorité illégale à celle de l'État. La chambre de jugement est présidée par un magistrat assisté de 4 conseillers, dont 2 officiers généraux ou supérieurs, tous nommés par décret en Conseil des ministres. Contrairement aux juridictions qu'elle a remplacées,
le jugement de la Cour de sûreté de l'État peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. De 1963 à 1976, la Cour de sûreté de l'État a vu comparaître devant elle 2300 inculpés. 5 d'entre eux ont été condamnés à la peine capitale, mais ont tous été graciés. Du côté des autonomistes bretons, cette fois, la police fait état d'un nouveau coup de filet avec à la clé l'interpellation de plusieurs personnes sans qu'on puisse encore en connaître le nombre exact. Les chiffres du chômage, maintenant, ils sont en baisse de 2,5% pour le mois de mai, 1 258 900 demandeurs d'emploi en données brutes. En revanche, en données corrigées, le chiffre est en augmentation de 2,7%. Je vous rappelle qu'habituellement, nous nous basons sur les données brutes qui, donc, cette fois, sont en baisse. Des précisions maintenant sur le projet de loi Stoléru à propos des travailleurs immigrés. Je vous rappelle qu'il prévoit 2 types de statuts. Les résidents privilégiés ayant passé plus de 20 ans en France, dont la carte de séjour sera renouvelée automatiquement. Et puis les résidents ordinaires dont la carte de travail devra être renouvelée tous les 3 ans avec étude cas par cas. Eh bien, Lionel Stoléru a aujourd'hui précisé que les immigrés en chômage depuis plus de 6 mois, à l'exception des travailleurs de la communauté européenne, des Espagnols, des Grecs, des Africains et sans doute des Algériens, pourraient se voir retirer leur carte de travail. Et il a démenti l'intention qu'on lui prête de vouloir réduire le nombre des étrangers de 200 000 par an. Nous l'écoutons. Après 30 années d'immigration croissante, depuis la guerre, nous arrivons maintenant à une période où pour le retour au plein emploi, il serait souhaitable qu'à l'avenir, chaque année, la population étrangère diminue un peu. Il faut donc inverser les flux migratoires et arriver à ce que nous ayons quelques dizaines de milliers de départs dans les prochaines années. Donc il n'est pas question d'avoir des retours massifs et la politique française en cet égard est très claire. Primo, nous avons interdit l'entrée à de nouveaux immigrants, je crois que c'est facilement compréhensible. Deuxièmement, nous encourageons les départs volontaires, librement choisis. Et troisièmement, par le récent projet de loi, nous adaptons les renouvellements, et je dis bien le renouvellement, au moment où la carte arrive à expiration, aux conditions de l'emploi. Et le total de ces 3 actions devrait permettre une diminution lente et régulière de la population étrangère en France dans les prochaines années. Monsieur le ministre, dans un certain type de statut, les renouvellements seront étudiés cas par cas. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'arbitraire? Non, nous avons voulu l'éviter d'une part en décentralisant la décision, que ça ne se fasse pas à Paris mais au niveau du département. Deuxièmement, le préfet prendra la décision après l'avis du directeur du travail, bien sûr, du directeur de l'immigration pour ce qui concerne l'aspect familial et également du comité départemental de l'emploi qui groupe les syndicats, les employeurs et l'ensemble des responsables économiques et sociaux du département. De toute façon, la personne qui se verrait refuser le renouvellement aura un droit de recours, comme il est normal dans un pays comme la France. Oui, le projet de loi sera déposé à la fin du mois à l'Assemblée. Il n'entrera en vigueur qu'en janvier 80. Une déclaration d'André Giraud tout à l'heure devant le Sénat. L'approvisionnement en carburant est garanti pour l'été, mais à la rentrée, en cas d'événement imprévu, un encadrement de la consommation du fioul n'est pas exclu. André Giraud, que vous avez entendu hier dans une communication du gouvernement. En réponse à cette communication, 2 députés de l'opposition répondront demain soir à la même heure. 8 minutes d'abord pour le socialiste Paul Quilles, 6 minutes pour le communiste Philippe Herzog. Et puis mercredi prochain, un débat avec André Giraud et les représentants des différents partis. Politique, maintenant, une lettre de 9 anciens secrétaires généraux du mouvement gaulliste depuis 1958 à Jacques Chirac. Une lettre qui date d'il y a 1 mois, mais qui était restée secrète jusqu'alors. On demande au président du RPR de retrouver une ligne incontestée, je cite. Le Parti communiste au cœur de la bataille pour défendre la radio Lorraine Cœur d'Acier à Longwy. Si les CRS tentent de fermer la station, a dit Pierre Juquin, les députés communistes seront là. Enfin, une déclaration de Jacques Blanc au Conseil national du Parti républicain. Tendons la main au RPR. C'est une critique implicite des propos de Michel Pinton, qui dans une interview au Matin avait dit que désormais le RPR n'était plus qu'une force d'appoint de la majorité. J'en arrive maintenant à la politique étrangère avec tout d'abord le départ de Jimmy Carter pour Vienne. Le président américain devrait arriver dans les minutes qui vont suivre dans la capitale autrichienne. Il y rencontrera demain pour un grand sommet le numéro 1 soviétique, Léonid Brejnev, et ce à l'occasion de la signature du traité SALT II sur les armements stratégiques. Les SALT, un dossier qu'a travaillé pour nous Philippe Rochon. La paix est-elle vraiment la profession des stratèges russes et américains, comme le veut la devise de cette base de Californie? Aujourd'hui, les 2 super grands possèdent plus de 100 fois les moyens de faire sauter la planète. Et pourtant, l'accord SALT II est un progrès,
car il réglemente le jeu diabolique de la course aux armements nucléaires. Américains et soviétiques s'engagent par exemple à limiter à 2250 le nombre de ces missiles balistiques qui peuvent atteindre l'autre continent. Ainsi, les Russes devront détruire plus de 200 missiles de ce genre. D'autres armements sont purement et simplement interdits, comme celui-ci. C'est un missile de croisière tiré d'un sous-marin. Il prend progressivement la position horizontale, il largue son réacteur de propulsion et peut voler à 70 mètres du sol seulement, en épousant le relief et en déjouant ainsi la surveillance des radars. Grâce à l'accord SALT II, les missiles comme celui-ci, dont la portée dépasse 600 km, sont interdits. Même tarif pour les missiles de croisière de faible portée largués par avion. Les Américains, qui pensaient pouvoir en transporter 70 ou 80 dans des avions de transport modifiés ou dans les bombardiers B-52, ont dû limiter leur nombre à 25 seulement. Mais il sera difficile de contrôler la production d'armements nucléaires de l'adversaire. D'après les accords SALT II, par exemple, chaque missile ne doit pas renfermer plus de 14 têtes nucléaires. Mais comment le vérifier? Les radars sont impuissants, il faudrait que des représentants de la puissance rivale soient autorisés à démonter les engins de l'adversaire. Or, les soviétiques refusent de laisser visiter leur base de missiles. Les Américains, qui viennent de perdre l'excellent poste d'observation que représentait l'Iran, doivent donc se contenter des satellites pour suivre les tirs d'essai et contrôler la limitation de l'armement nucléaire soviétique. L'accord SALT II ignore complètement aussi les quelques 25 000 pièces d'artillerie lourde, les 15 000 avions de combat, les 50 000 chars que possèdent Américains et Soviétiques. Or, en plus de ces forces conventionnelles, l'URSS a considérablement développé ses missiles de portée moyenne et l'Europe reste menacée par un affrontement entre les deux grands. Les Soviétiques ont considérablement rénové, car bien sûr ça existait depuis longtemps, mais c'était des systèmes vieillots, ont considérablement rénové leurs possibilités d'attaque par missiles de portée intermédiaire de 2000 à 4000 ou 5000 km, qui ne sont pas pris en compte par les SALT II. Donc les Européens peuvent recevoir, aucun accord ne s'est fait sur des missiles qui peuvent frapper les Européens et la Méditerranée, c'est la fameuse zone grise, dans les accords SALT II. La France, elle, n'est pas dans la zone grise, parce que la France est devenue un sanctuaire. La France, elle est géographiquement partie prenante de l'Europe occidentale, mais elle n'est pas stratégiquement partie de cette Europe. Elle s'est mise à part, puisqu'elle a sur son sol et sous les mers des moyens de frapper le sanctuaire de l'agresseur. L'URSS voudrait que la France intègre son système de dissuasion nucléaire à un futur accord SALT III. Mais Paris dit non. La force nucléaire de la France n'a pas le niveau de celle des deux grands, qui est 10 fois plus importante. Paris n'a pas non plus les moyens techniques de vérifier le respect des accords. Ces missiles à tête nucléaire du plateau d'Albion, qui peuvent frapper à 3000 km de distance, sont peut-être une garantie pour la France qu'elle ne sera pas le théâtre d'un affrontement nucléaire entre les deux grands. Anatoly Kuznetsov, l'écrivain soviétique dissident, passé il y a 10 ans à l'Ouest, est mort aujourd'hui à Londres, il avait 49 ans. La préparation des présidentielles de l'année prochaine aux États-Unis, hier je vous ai parlé des premiers propos aigre-doux entre Carter et Ted Kennedy, et bien aujourd'hui un avis de poids, celui de David Rockefeller, banquier influent dont on a toujours dit qu'il faisait partie d'une famille de faiseurs de présidents. Et bien pour lui, il nous l'a dit tout à l'heure à Antenne de Midi, Jimmy Carter a toutes ses chances, nous le réécoutons. Je pense que c'est bien possible qu'il sera réélu. Il est habile, après tout, il a été élu étant presque pas connu au début de campagne. C'est certainement une indication de son habileté. Et je pense qu'il est facile de dire que parce qu'il a eu des difficultés avec le Congrès, avec certains autres problèmes, qu'il ne va pas réussir. Vous pensez qu'il sera réélu? Je ne dis pas ça, mais je pense qu'il y a une bonne chance qu'il sera réélu. Encore des attentats au Pays Basque espagnol, 6 bombes à San Sébastien, de gros dégâts mais pas de victimes.
En Iran maintenant, les gardiens de la révolution, agissant sur autorisation du ministère de la Justice, continuent à sévir. Et ils ont détruit, vous allez le voir, un important stock de boissons alcoolisées saisies dans un grand hôtel de Téhéran. Au cours de ces dernières semaines, les autorités ont détruit pour 135 millions de dollars de boissons alcoolisées. Ça se passe à l'hôtel intercontinental de Téhéran et on y voit le champagne couler à flot, si je puis dire. Et pendant ce temps, au Mexique, le Shah d'Iran déclarait qu'il espérait un jour rentrer dans son pays. Je me suis toujours efforcé d'éviter toute effusion de sang. C'est pourquoi je suis parti. Et regardez ce qu'il s'est passé depuis mon départ. Un véritable bain de sang, a-t-il dit. Un petit peu de soleil maintenant dans nos informations. Depuis un an, le journal Antenne 2, plus spécialement son édition de 18h35, C'est la vie de Noël Mamère, entame une campagne d'information sur l'énergie solaire. Cette campagne va s'intensifier à l'approche du 23 juin, date du solstice d'été, mais également journée du soleil, patronnée par Antenne 2. Jean-Pierre Alcabache nous explique. Oui, c'est un défi qui est lancé aux sociétés industrielles. Chaque jour le montre d'ailleurs dans l'actualité. Ou bien elles continuent de courir après la croissance dans le gaspillage et elles se détruisent, ou bien elles imaginent une forme de croissance dans l'économie et dans la responsabilité, et elles se renouvellent et elles renaissent. Au cœur de ce défi, les problèmes de l'énergie. Il n'est sans doute pas question de revenir à la lampe à huile ou à la marine à voile, mais il n'est pas absurde de penser que l'une et l'autre pourraient un jour resservir et au nom du progrès. Car pour ne pas sombrer dans la récession, nos sociétés devront bientôt faire feu de tout bois. C'est pourquoi à Antenne 2, avec Louis Berriot et toute la rédaction, nous avons toujours mis l'accent sur la question de l'énergie, des énergies. C'est pourquoi cette campagne autour du thème du soleil et du jour du soleil, décidée il y a un an, elle fait partie de cet effort d'information que nous avons entrepris ensemble pour mieux vous faire connaître ce qui nous attend et tenter de mieux nous préparer aux vraies batailles de l'avenir. Le soleil, c'est la vie, c'est le mythe, c'est le sourire de l'été ou du printemps. C'est surtout la source principale d'énergie, la première et la plus ancienne. Comme nous l'avons oublié, je crois qu'il faut la redécouvrir et encourager à la fois la recherche, les investissements de l'industrie et votre intérêt pour elle. Les énergies du soleil, c'est la chaleur et l'électricité par son rayonnement. Mais c'est aussi le vent, la pluie, les vagues, la biomasse, un mot qui va vous devenir rapidement familier, la biomasse, c'est-à-dire les forêts, les déchets agricoles, l'alcool fourni par la canne à sucre ou la betterave. Et pour beaucoup, je dois ajouter que le soleil répond même à un autre modèle de culture, de croissance et de vie. Eh bien, notre rôle d'informateur est de vous faire connaître les réalités de cette forme d'énergie et les espérances qu'elle peut susciter partout. Vous en aurez des témoignages dans tous les journaux d'Antenne 2, car chez nous, nous sommes en prise directe avec le futur. Pour nous, le soleil n'est pas seulement une idée ou une utopie, mais c'est un choix politique et personnel, une nouvelle étape de notre développement qui se décide aujourd'hui, tout de suite. J'ajoute que nos équipes seront en province, donc sur les lieux des grandes manifestations organisées à l'occasion de cette journée du soleil, le 23 juin prochain. Elles se rendront à Biarritz, à Collioure, à Montpellier, Villeurbanne, Arc-et-Senans, Fréjus et Sophia Antipolis. Enfin, retenez surtout cette date, lundi prochain, 18 juin, en direct du château de Versailles. L'information d'Antenne 2 vous proposera une émission spéciale, Le Soleil demain, avec des chansons, Gilbert Bécaud, Claude Nougaro, Julien Clerc, une symphonie dédiée au soleil, créée spécialement pour ce soir-là, des reportages effectués dans le monde entier, puis les interventions de Roger Garaudy, d'Aurelio Pecce, qui est le président du Club de Rome, du biologiste Joël de Ronet et de Jean-Claude Colly. Transat en double maintenant, respectant presque la lettre nos prévisions d'hier soir. Éric Tabarly et Marc Pajot ont viré ce matin à 5h57, donc la bouée des Bermudes, et font route sur le chemin du retour. C'est en virant la bouée qu'ils ont appris qu'ils étaient en tête. Tabarly a maintenant plus de 7 heures d'avance sur le bateau d'Olivier de Kersauzon et Gérard Gishkra. Je vous rappelle que cette course a démarré le 26 mai. Si vous voulez un petit peu vous repérer sur cette carte qui n'est pas très lisible, sachez que Tabarly est tout à fait en bas, il est en train de revenir déjà, que Kersauzon était un petit peu au-dessus de lui, et que Birch était légèrement au-dessus, et derrière, Malinowski est assez loin derrière, Reguides. Tabarly a donc parcouru 5000 km en 19 jours, et si tout se passe bien, le premier bateau franchira la ligne d'arrivée à Lorient début juillet.
Football maintenant, avec tout d'abord, depuis environ 25 minutes, le match capital entre Lens et le Paris Football Club. Dans le journal d'Hervé Claude, à 23h10, on saura qui de l'une ou de l'autre équipe restera ou montera en première division. Football toujours, dans 2 jours, au Parc des Princes, le grand choc, c'est-à-dire la finale de la Coupe de France. C'est la grande surprise de la saison de football. L'équipe d'Auxerre, composée de joueurs semi-professionnels, rencontrera celle de Nantes. C'est la première fois depuis 20 ans qu'une équipe de 2e division joue une finale de Coupe de France. Olivier Ray nous présente les joueurs donc de cette équipe étonnante Auxerre. Pereira Lisio, 28 ans. Paul Bro, 29 ans. André Truffaut, 26 ans. Serge Maisonnès, 31 ans. Philippe Delancret, 24 ans. Youssef Closet, 31 ans. Gérard Allais, 33 ans. Jean-Paul Noël, 22 ans. Marianne Chayatchi, 38. Dominique Cuperly, 26 ans. Christian Roch, 28 ans. Lucien Denis, 24 ans. Olivier Borel, 25 ans. Guy Roux, 40 ans. Michel Lourdin, 20 ans. Il y a tout juste 20 ans depuis Le Havre qu'une équipe de 2e division ne s'était pas qualifiée pour la finale de la Coupe de France. C'est vous dire le remarquable exploit réalisé par ces joueurs d'Auxerre, qui ne sont pas des professionnels. Autant dire que cette performance a surpris tout le monde et qu'elle est même considérée par les intéressés comme anormale. C'est pas normal, on s'y fait, hein. Quelques jours après on s'y fait, mais d'après les canons habituels des niveaux de football, c'est étonnant quand même que la 28e équipe de France vienne rencontrer la seconde en finale de la Coupe de France. Les professionnels de Nantes affronteront samedi soir des amateurs, car à Auxerre, les joueurs ne vivent pas du football. Ils ont tous un travail, un vrai, employés de banque, ouvriers et même journalistes. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos habitudes d'aller en finale de la Coupe de France? Ah oui, il est évident que maintenant, ça a changé beaucoup de choses. Vis-à-vis des gens, déjà, de la population auxerroise, ça nous a changé totalement. Enfin, disons qu'une fois que toute la fête sera terminée, je pense que ce sera comme avant. Mais pour votre travail, vous avez été obligé de décaler vos vacances, ça a été un peu perturbé, non? Ah oui, il est certain déjà qu'il faut rendre quand même hommage à tous nos employeurs qui nous ont libérés voici bientôt 1 mois et demi depuis le match de Lille. Et puis de toutes ces campagnes de Coupe de France, quand même, sans la participation des employeurs, je pense qu'on ne serait pas en finale. Pour gagner la Coupe de France, Auxerre est parti se mettre au vert à Château-Chinon, chez l'adversaire, dans le fief de François Mitterrand. L'équipe de Jean-Pierre Soissons. L'équipe de la ville dont Jean-Pierre Soissons est le maire, venant s'entraîner dans la cité où François Mitterrand est maire, peu importe, dans la mesure où il s'agit véritablement de sport, et ça s'arrête là, nous ne donnons pas d'autre signification à notre présence à Château-Chinon. Nous aurions pu tout aussi bien choisir une cité où un maire communiste aurait été présent. Oui, vous avez remarqué l'accent d'Auxerre. Basketball, la France a battu les Pays-Bas par 80-67, mais comme sa victoire d'hier sur l'équipe de Grèce, ce succès ne compte que pour le classement de la 7e à la 12e place des championnats d'Europe. Les résultats du tiercé maintenant, qui se courait à Vincennes dans le prix de Grosbois. Pour gagner, il fallait jouer le 18, le 6 et le 16. Cette combinaison rapporte dans l'ordre pour 5 francs 6 485 francs et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 1297 francs. Voilà, maintenant, comme chaque jeudi, Laurent Broumède est avec nous pour nous parler du temps. La première moitié du mois de juin n'a pas été brillante, alors est-ce que ça va continuer? Mais écoutez, en tout cas, l'amélioration n'est pas pour demain, peut-être après. Demain, en effet, cette nuit, une zone de pluie continuera à traverser le pays. Et demain, on la retrouve de l'Aquitaine au Massif central, aux Alpes et aux Vosges, donc là, des pluies et des orages. Cette zone de pluie évoluera très vite et se déplacera vers le sud-est. Elle sera remplacée sur tout le reste du pays par un temps très frais, mais aussi instable, avec de nombreux nuages, quelques éclaircies et des averses. Il y aura des orages sur les Alpes et en Corse, et il y aura également de la neige, mais oui, de la neige au-dessus de 1800 mètres toutefois, je vous rassure donc. Puis samedi, ça s'améliorera un petit peu, le temps sera toujours très nuageux, mais seulement de la Manche orientale au Rhin et jusqu'au nord des Alpes. Ailleurs, il sera toujours instable donc, avec encore des nuages, des éclaircies, mais progressivement, ça s'améliorera, d'abord près de l'Atlantique et de la Méditerranée, ensuite sur l'ensemble du pays, si bien qu'on peut espérer pour la suite
progressivement, lentement, le retour d'une zone, d'un moment, d'une période de quelques jours peut-être de beau temps. Attention toutefois, les nuits seront très fraîches car les vents seront du nord et elles seront, pour vous donner une idée, des températures de 2 à 4 degrés dans l'intérieur, 10 degrés près des côtes, mais la journée, elles montreront tout de même les températures au-dessus de 20 degrés et un peu plus près de la Méditerranée, c'est pas si mal. Vous ne pouvez pas vous engager pour l'été? Oh là là, mon Dieu, non, vraiment pas. Bien. Ce journal se termine, il est 20h30 très précise. Je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous rappelle que le dernier journal est à 23h10 avec Hervé Claude. Bonne soirée à tous, à demain donc.